pour l'initialisation des cours et des inscriptions. On a essayé de faire un titre qui résumait toute la présentation à lui seul, donc on va pouvoir s'arrêter là. Je suis Frédéric Habert, je suis responsable de la cellule TIS de l'Université de Nantes, et voici Christian Chervet, qui est l'administrateur de Moodle pour l'établissement. Donc notre présentation reviendra sur le contexte et l'implémentation de Moodle au sein de l'établissement, parce que ces éléments ont déterminé à la fois les choix techniques que nous avons faits, ainsi que les modes de fonctionnement. Nous verrons un bilan de la pratique au bout de 2 ans, les perspectives en termes d'évolution technique, et puis nous conclurons par des questions et des réponses. Pour ce qui est du contexte, rapidement sur l'Université de Nantes, il y a 36 000 étudiants qui sont répartis sur une vingtaine de sites géographiques. À l'époque, avant l'implémentation de Moodle, il existait différentes plateformes. C'est soit des plateformes du commerce type WebCity, soit des plateformes développées localement dans les différents établissements. Une équipe TIS restreinte pour gérer l'ensemble de ces éléments, donc qui nécessitait une évolution et une volonté politique d'avoir une plateforme pédagogique mutualisée pour l'ensemble des institutions de l'université. À partir de ce contexte, nous avons donc choisi Moodle pour des raisons d'adéquation par rapport aux besoins pédagogiques, donc en termes de souplesse, un outil qui fait à la fois des choses simples et des choses pédagogiquement plus complexes, de cohérence avec les choix faits au niveau de la région, notamment avec les universités d'Angers et du Mans, ainsi qu'à l'époque l'UFBL, et puis des compatibilités aussi avec le système d'information qui était déjà existant. Compte tenu à la fois de la taille de l'établissement et de l'équipe extrêmement nombreuse, puisque composée d'une personne qui devait gérer la plateforme, il nous a paru intéressant, surtout pour moi, d'automatiser la création des cours. De la même manière, compte tenu des 36 000 étudiants, nous avons choisi une automatisation des inscriptions au sein des différents cours. Nous avons aussi renommé Moodle donc avec une appellation MADOC, puisqu'il est un ENT au sein de l'établissement et on souhaitait que cette plateforme Moodle soit pleinement intégrée en tant que web service de l'établissement, au même titre que le mail, le forum, l'inscription au sport, les notes, etc. Donc raison de plus aussi pour avoir une automatisation de l'inscription et de la création des cours, pour que ce soit quelque chose qui soit pertinent vu de l'étudiant. Au total, l'ensemble de ces éléments visait à favoriser une utilisation quotidienne de Moodle comme un service quotidien que l'on consulte quand on se logue sur son ENT, et c'est un réflexe au même titre d'aller voir ses mails, on va dans l'espace de cours par rapport au programme pédagogique de la journée. Donc par rapport à ces choix stratégiques et cette implémentation, nous avons été amenés à faire des développements pour permettre justement l'automatisation. Et c'est cette partie que va nous présenter Christian. Pas de problème, je reste. Tu ne te frottes pas sur ma chemise. D'accord. Je t'en prie. C'est bon. C'est bon. Alors, concernant les choix techniques, se faisait par requête SQL directement dans les bases de Moodle. Donc on a réfléchi un petit peu pour automatiser de manière meilleure tout ça. Alors en termes d'inscription, on a réfléchi aux métacours, à l'utilisation des métacours. L'utilisation des métacours était pour nous assez peu flexible parce qu'on ne pouvait pas rajouter des inscriptions précises en fonction justement des options choisies par l'étudiant. Donc le choix des métacours n'a pas été suivi. Alors on s'est dit web service avec justement l'arrivée de la 1.8, l'utilisation de l'XMLRPC qui était annoncé. Donc il y avait aussi le web service avec le SOAP, une méthode SOAP. J'ai dit SOAP à mon collègue, il m'a dit plutôt XMLRPC, c'est plus simple justement à mettre en place. Et donc on visait
la pérennité du code pour les évolutions futures. Et une volonté d'inscription au préalable, parce que on n'a pas trouvé le code magique du LDAP, de la synchronisation automatique, et on était persuadé que les gens étaient obligés de s'inscrire, de se connecter une fois pour être dans la liste des inscrits. Donc autant tout mettre à plat et profiter de ce service, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a la création automatique des cours, et donc tout mettre à plat avec un seul service qui ferait la création des cours et l'inscription. Et donc l'inscription préalable, ça permet donc une meilleure compréhension des enseignants lorsqu'ils arrivent sur leur espace de cours, parce qu'ils comprennent pourquoi ils ont autant d'inscrits dans leur espace que d'inscrits dans la réalité, ce qui est quand même assez avantageux pour eux et plus simple pour nous à expliquer. On peut utiliser le forum des nouvelles comme liste de diffusion. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité qui était intéressante si l'inscription, encore une fois, est au préalable. Et on peut, pour nous, c'est beaucoup plus simple pour les aider, parce que s'ils ne sont pas inscrits dans l'espace de cours, ça veut dire qu'il y a eu un problème au niveau de la chaîne de synchronisation. Alors le fonctionnement, donc je l'ai dit, module XML RPC. Alors on a pris celui de Linuxbox, c'est un module qui est téléchargeable sur le module des plugins de Moodle. C'était il y a un an, avec la version 1.8 qui venait juste de sortir. C'était normalement le module XML RPC était présenté comme une nouveauté importante de la 1.8, mais on a un petit peu manqué de documentation. Je vais tourner vers de la documentation, et du coup on s'est plutôt tourné vers un module externe parce qu'il était un petit peu mieux documenté, mais vu les évolutions sur la 1.9 et la 2, peut-être que si c'était à refaire, on ne ferait pas comme ça. Donc, pour le fonctionnement des cours, de la synchronisation des cours, c'est simple, tout est basé sur un méta-annuaire de l'Université de Nantes qui s'appelle DINA. Dans DINA, il y a à peu près toutes les informations qui nous est nécessaires, et automatiquement, toutes les pédagogies de toutes les maquettes des formations de l'Université de Nantes sont répliquées toutes les nuits dans Moodle. Donc, pédagogie, ça veut dire unité d'enseignement et éléments constitutifs de toutes les maquettes. Au niveau de la scolarité, lors de la création des maquettes, le responsable pédagogique est nommé, et donc tout simplement, ce responsable pédagogique se retrouve nommé enseignant lorsque le cours est créé. Et en termes de fonctionnement, on a décidé de ne pas faire de suppression de cours, pour des raisons simples, qu'on ne pouvait pas garantir que le cours n'était plus utilisé, et donc par sécurité, on a décidé de ne pas supprimer les cours. Pour les inscriptions, alors les inscriptions se font au niveau du compte étudiant sur le méta-annuaire, c'est-à-dire que ce n'est pas au niveau de la pédagogie ou de l'élément constitutif, c'est vraiment le compte de l'étudiant lorsqu'il est modifié et répliqué dans Moodle, c'est-à-dire vérification des différents cours et donc inscription aux différents cours. Si un cours n'existe pas dans le système d'information de l'université, si on crée manuellement dans Moodle, les inscriptions restent forcément manuellement et donc sans aucune synchronisation, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça nous laisse la main. Un bilan, un démarrage satisfaisant. On a quand même 16 500 personnes qui se sont connectées au moins une fois depuis le 1er septembre, 1300 personnels, 15 000 étudiants, donc ce qui est assez raisonnable par rapport à notre nombre d'étudiants. Au niveau des cours, on a 1000 cours qui sont utilisés, donc ça aussi c'est assez satisfaisant. Et au niveau des perspectives, donc je l'ai dit tout à l'heure, utiliser les API directement de Moodle, du cœur de Moodle, pour justement garantir les évolutions futures. Fiabiliser les informations en amont, ça n'a rien de technique, mais tout simplement si on fait un peu plus de communication au niveau de la scolarité, comment ça fonctionne, et qu'on leur explique que les informations dont elles saisissent vont nous servir après, forcément on aura plus de fonctionnement, de bon fonctionnement à l'arrivée. Alors, une question qui va se reposer, c'est la recherche de la granularité optimale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que est-ce qu'on a décidé de dupliquer toutes les unités d'enseignement, tous les éléments constitutifs? Maintenant, en termes de fonctionnement pédagogique dans la réalité,
il est bien évident que tous ces cours ne sont pas utilisés. Et la question c'est, est-ce que c'est plutôt les unités d'enseignement qui sont utilisées ou est-ce que c'est plutôt les éléments constitutifs? Et là, il n'y a pas de réponse de toute façon, hein, vous pouvez chercher. Et une représentation, alors ça revient un peu au point précédent, une représentation de la notion de formation. Là, on est un petit peu embêté. C'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir une représentation, savoir lorsque... Alors, c'est pas forcément pour l'étudiant, parce que l'étudiant, en général, il fait qu'une formation. Mais l'enseignant, il peut faire plusieurs modules, plusieurs formations. Alors, il y a les catégories, on est bien d'accord. Maintenant, ça serait intéressant d'avoir des espaces de cours, on va dire, qui chapeautent un peu les unités, les pédagogies. Donc ça, on se pose des questions aussi de ce côté-là. Alors la pérennité des cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je ne sais pas si vous êtes, pour certains, vous allez voir ça, un changement de quadriennal. Donc ça veut dire que tous nos cours qui ont des codes vont changer de code dans un an. Et ça se fait tous les 4 ans. Donc la question se pose quand même, comment on va garantir justement le passage d'un quadriennal à un autre en conservant les cours qui sont tout simplement déplacés d'une année à l'autre. Et bon, c'est un peu un résumé de comment on va faire tout ça. On envisage la création d'un bloc vérification pour l'enseignant qui, en fait, lui donnerait les informations nécessaires pour savoir si son cours est correct. Est correct dans le sens, est-ce qu'il est utilisable, c'est-à-dire combien d'inscrits il y a dans son cours. C'est-à-dire que l'enseignant n'a pas forcément le réflexe d'aller voir dans l'attribution des rôles ou dans les participants, dans le bloc participant, pour savoir que voilà, il a 150 inscrits dans son cours. Donc un petit bloc qui serait automatiquement affiché dans son espace lui permettrait de savoir combien il a d'étudiants, donc ça permettrait d'avoir un retour au niveau de la CELUTIS et puis d'avoir d'autres informations du même type. Voilà, merci de votre attention. C'est Marc. Alors, si tu veux répondre, c'est là. Oui. Comment tu gères les cours d'une année à l'autre si on veut conserver son cours sur plusieurs années, quelle est la stratégie? Alors, comme enseignant, j'aime bien faire mes cours d'une année à l'autre sans point c'est passé. Alors, justement, quand il n'y a pas de changement de quadriennal, tout se passe bien. Parce qu'il y a l'activité quand même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder le wiki réalisé par mes étudiants, par exemple. Oui, mais les cours ne sont pas réinitialisés tous les ans. Les cours ne sont pas réinitialisés tous les ans. Donc, le contenu des cours reste, de toute façon. C'est seulement les inscriptions qui vont changer. Donc, qu'est-ce qui va se passer là, par exemple? Là, on va passer tous les étudiants et tous les étudiants vont être... La question, c'est pas ça, c'est... Pardon. Je pense que la question... Oui, non, mais Une enseignante, par exemple, qui travaille depuis 3 ans avec un groupe d'étudiants, elle veut garder le cours tel qu'il était à la fin de l'année et recommencer avec un nouveau cours. Comme ça, elle peut utiliser le cours précédent de l'année précédente pour montrer aux étudiants... Très simple. On change l'identifiant du cours. Et le changement d'identifiant du cours, de toute façon, va l'écarter du dispositif automatique. Tout simplement. Il sera toujours disponible pour l'enseignant. Toujours disponible par l'enseignant. Et du coup, comme il sera de toute façon écarté du dispositif automatique, gestion manuelle des inscriptions. Donc après, là... Mais le nouveau cours sera vide. Le nouveau cours sera vide. Et le nouveau cours sera vide. Alors là, pareil, hein, on peut quand même utiliser les fonctionnalités de Moodle pour faire une importation du contenu. On pourrait automatiser en mettant le nom de l'année quand on a le cours. Oui. Oui. Si on peut éviter de faire un développement supplémentaire pour transfert de contenu, ça serait bien. Oui, peut-être. Et puis on prend le risque de la où les volumes de cours sont très importants. Donc c'est pas forcément pertinent pour tout le monde. Donc, on préfère avoir une gestion manuelle de ceux qui souhaitent garder une trace des précédentes générations, des précédentes promotions. Le fait de créer de nouveaux cours automatiques, Oui. j'imagine que ça pollue un peu la vision de l'administrateur. Il doit avoir, je ne sais pas, je ne me rappelle plus du chiffre, mais c'est plusieurs milliers de cours. Oui. On n'est pas perdu dans tout ça? Est-ce Non, que ça, c'est pas un problème? On n'est pas perdu, on les cache, comme ça on les voit pas. Non, plus sérieusement. Oui, on est perdu, dans le sens où, évidemment, on ne connaît pas toutes les pédagogies, on ne connaît pas tous les codes de tous les cours.
notre philosophie, si on peut appeler ça une philosophie, c'est quand même que les enseignants s'approprient l'outil et les enseignants connaissent leur code. Donc c'est comme ça, et donc s'il y a un problème, ils font remonter l'information au niveau de la CLUTX. Donc en fait sur la page d'accueil on ne voit pas les cours. C'est voilà. L'enseignant, il n'y a que l'administrateur en fait. Voilà, exactement. L'enseignant lui il se connecte, de toute façon, comme tout est automatisé, il se connecte, il a la liste de ses cours et puis voilà. Et l'enseignant travaille par code aussi, parce que justement, j'imagine qu'un enseignant de mathématiques va enseigner des mathématiques dans différentes formations. Concrètement, comme c'est automatisé, dans sa liste des cours, est-ce qu'il n'a pas 40 fois mathématiques quoi? Et lequel est lequel quoi? Si, comment, ça comment vous gérez ce souci-là? Et voilà, et ce que je disais tout à l'heure, la notion de formation, oui. Voilà, c'est un peu là qu'elle se pose, c'est-à-dire qu'il a 40 fois mathématiques, bon, 40 fois non, mettons 5, oui. Mais 5 fois mathématiques, ce serait bien d'avoir justement telle formation mathématique, telle formation mathématique, telle formation mathématique. Donc pour le moment, c'est pas encore en place, mais on recherche là-dessus. Parce qu'en automatique, quand même, les 5 cours de mathématiques sont classés dans des catégories différentes sur votre Moodle. Oui. Oui. Donc il faudrait afficher juste la catégorie par voilà, en fait. C'est ça. C'est ça. Mais sauf qu'il faut qu'on crée des catégories qui correspondent aux formations. Et pour le moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas la notion de formation. On n'a même pas de cours formation. On n'a pas de catégorie formation. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler l'année prochaine. Oui. On n'est pas autorisé, vous nous dites qu'il y a 1000 cours qui sont utilisés. Ces 1000 cours utilisés, sur combien qui sont créés pour donner une idée du nombre d'enseignants qui utilisent effectivement leurs cours et du nombre d'étudiants qui voient apparaître dans leur liste de cours des cours dans lesquels il ne va rien y avoir. Ça représente à peu près 10%. Oui, voilà, c'est à peu près 10%, donc je vous laisse calculer. Mais en fait, ça revient au premier problème de la granularité, quoi. C'est-à-dire qu'on savait. Et donc l'année prochaine, ce qui est envisagé, c'est de créer les cours au niveau des UE et pas au niveau des éléments constitutifs, et d'utiliser la notion de métacours et de création manuelle, donc par rapport à la CLUTX, des éléments constitutifs à la demande. C'est ce qui va être envisagé, et donc ça va déjà nettoyer pas mal. Oui, vas-y, je t'en prie. Et puis un autre élément qui effectivement s'est posé cette question, de savoir comment allaient réagir les étudiants quand ils allaient dans finalement leur ENT, puis ils voient la liste des cours, et puis finalement il y en a un sur 10 qui a renseigné. En fait, on a pris la démarche inverse, on s'est dit, on va mettre la pression en affichant tous les cours, et de fait, ça marche, c'est-à-dire que les étudiants respectent, et ça crée une pression par la base pour alimenter des cours. Puisque quand on a lancé la plateforme, il y avait un certain nombre de plateformes qui existaient, mais en gros, elles étaient l'usage de quelques pionniers, c'est-à-dire des gens qui étaient passionnés par le e-learning ou qui avaient plein de choses à lire et qui utilisaient ces plateformes-là. Et le reste des collègues disaient oh, c'est trop compliqué, c'est ceci, c'est cela. Donc on a fait un choix par la base en disant évidemment les cours sont vides par défaut, mais on vous aide à les remplir, y compris par rapport à la nomenclature de. Je me rapproche des toits. Non, ah oui. Ça va. Tu lances. Donc par rapport à la nomenclature que présentait Martin de Bémas ce matin, il faut bien voir que là on est sur une stratégie plutôt sur les couches basses du modèle. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du dépôt de ressources pour les plus audacieux des quiz et des devoirs, mais c'est quand même, on a une volonté d'avoir une approche assez démocratique. Donc effectivement, il y a cet aspect, il y a beaucoup de vie aujourd'hui, mais on a multiplié par 4 le nombre de cours de la première année à la deuxième année. Donc c'est assez encourageant. Il y a une question là. Oui. Une question? Oui. Oui, moi j'avais une question, mais vous avez un peu répondu, c'était sur l'accueil des enseignants par rapport à cette création automatique, parce que bon, l'appropriation des outils, ça correspond d'abord à un besoin pédagogique, c'est-à-dire que j'utilise des outils parce que j'en ai besoin, et je vois pas pourquoi il y aurait une équipe technique qui déciderait, ou la direction de l'université qui déciderait pour moi de créer un cours. Et moi je me dis, bah tiens, si moi je fais ça à la fac, ça va servir à rien, ça va peut-être même me desservir. Alors là-dessus, on a profité d'un contexte particulier qui était celui de la mise en place de l'ENT. Il y a eu énormément de communication qui a été faite sur cette ENT, et on a profité de la mise en place de l'ENT pour introduire ce service
principalement du côté des étudiants, mais aussi du côté des enseignants, parce qu'il y a un intranet aussi pour le personnel. Après, en termes de stratégie, de motivation, voire de séduction du corps enseignant, là-dessus, on a eu deux approches. La première, c'est de dire, c'est basé sur le volontariat, on vous offre un service supplémentaire, on vous accompagne gratuitement pour l'utiliser, le mettre en place. Il n'y a pas de motivation, mais c'est à votre disposition. Et le deuxième point, c'était le fait qu'il y a eu des actions de formation auprès des personnels enseignants, donc je dirais de niveau très basique sur qu'est-ce que c'est que Moodle, donc grosso modo comment on dépose un fichier, avec des niveaux intermédiaires sur, on va dire, les TICE pour l'enseignant, et puis un niveau expert qui est la conception d'un FOAB. On a eu à la fois une offre de service avec un accompagnement local et à la fois une offre de formation pour accompagner ça. Et une fois encore, ça a été aussi le choix du conseil d'administration, c'est une option pédagogique qui peut faire aux enseignants. Elle n'a pas de caractère contraignant. Oui. À Nantes, vous êtes, enfin la question est un peu arrêtée, vous êtes sous CASUP. Oui. Et en V5, est-ce que votre ONT, vous l'avez, est-ce que Moodle est un web service qui est à côté de CASUP ou vous avez réussi à le fondre dedans? Non, il est à côté. C'est ça, vous n'avez pas de pays qui permettent d'aller dedans? Non, il n'y a pas d'informations du style quels sont les cours, quels sont les résultats, etc. Non. Oui. Les cours que vous créez automatiquement sont cachés à la base ou visibles? Visibles. D'accord. Visible. Vous auriez pu éventuellement... Oui, ça aurait été une bonne idée. Créer caché. Oui, ça aurait été une très bonne idée. Pardon? Oui, il est créé caché. Si le prof veut le montrer, il le montre. Sinon, il ne le montre pas. Mais je note pour l'année prochaine. Non, Merci de le montrer. D'un autre côté, on fait des animations quand même. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je rebondis sur la question parce que moi j'ai une procédure analogue. Je l'ai créé caché effectivement. Mais par contre, je vais modifier la page d'accueil étudiant pour que lui les voit. Donc il sait que tous les cours sont présents. Mais par contre, certains ne sont pas ouverts pour dire. Ah, oui, d'accord. La pression existe aussi quand même. On envisageait également de montrer d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas trop, mais quels sont les cours qui sont vides ou remplis, pour que justement il y ait une visibilité lorsqu'il arrive. Oui. Une question qui a trait à la granularité. Si vous avez plusieurs cours, par exemple, pour une même discipline, est-ce que vous les numérotez et est-ce que votre système de création automatique permet de les créer dans le bon ordre, qui ne voit pas le dernier en fait, des listes? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Si par exemple, pour une discipline, votre système de granularité fait qu'il y a 5 cours de cette discipline pour le même apprenant, est-ce qu'il voit bien le premier en tête? C'est par ordre alphabétique du code. Donc on fait confiance au système d'information. Ah, oui. Pour inscrire les enseignants en cours, je ne pas bien suivi bien le moment. Comment vous faites pour choisir les enseignants à inscrire dans les cours? En fait, cette information, elle est saisie lors de la réalisation des maquettes pédagogiques. Donc il y a le nom et prénom de l'enseignant lors de la création de la maquette comme étant nommé responsable de cette pédagogie. Et du coup, on récupère cette information. Sur les responsables, ce ne sont pas tous les intervenants. Et DT, PS, tous les intervenants sont... Effectivement, non. Mais on essaie de travailler en amont avec les services de scolarité et les services centraux pour donner le maximum d'informations très rapides dans ces bases de données. Il faut savoir qu'on a quand même une grande partie du cours qui ne sont pas forcément enseignés, et d'autre part, effectivement, il y a des intervenants qui n'apparaissent pas forcément dans la description de la méthode pédagogique. Et donc pour ces personnes-là, on a deux systèmes. Le premier, c'est un système d'autodéclaration. On vérifie qui ils sont et on leur permet de s'inscrire comme enseignant sur le cours. Et sinon, et c'est quand même la loi majoritaire, ils passent par la CBUTIS pour être inscrits comme enseignant sur le cours en question. Oui, parce que s'ils sont dans les 10 000 cours, pour eux choisir un peu les s'inscrire, c'est un peu pénible quand même. Ils connaissent leur code.
Ils connaissent la scolarité, fournit les codes, donc les fameux codes des cours, et donc ils arrivent à récupérer leurs cours via le code. Oui. À quelle date vous savez dans quel cours est inscrit quel étudiant, à peu près par rapport au début de l'année? Alors ça dépend. Ça dépend des EFR, parce qu'en fait, il faut distinguer les inscriptions administratives qui correspondent en fait à la formation et les inscriptions pédagogiques. Et les inscriptions pédagogiques, c'est celles dont on se sert. Et à l'UFR Sciences, par exemple, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que c'est à peu près dans les temps. On a certaines UFR où on a un peu plus de mal. Donc on envisage justement, je rebondis sur mes formations, d'utiliser justement des cours qui correspondent aux formations et aux inscriptions administratives pour pouvoir gérer un peu ce laps de temps où les inscriptions ne sont pas dans les temps. Pour donner une illustration, effectivement pour certaines UFR, on a des informations au 1er septembre. Pour d'autres, on les a en décembre, juste avant les examens, parce que c'est là qu'ils saisissent la maquette pédagogique. Enfin, c'est plutôt l'inscription pédagogique. C'est aussi pour ça que nous, on a un travail qu'on fait auprès des services scolarité pour aider à essayer de, dans la foulée de l'inscription, des différentes inscriptions, de tout saisir avant la rentrée. Au suivant. Ah, oui. Comment la situation des étudiants? Les étudiants, oui. Oui. Comment et quand? Comment et quand? Alors, comment, c'est simple. C'est-à-dire qu'on prend chaque compte d'étudiant, on passe tous les comptes d'étudiants, et à chaque compte d'étudiant, on dit, ben voilà, quelles sont tes inscriptions actuellement. Et donc, toutes les inscriptions qui sont plus là, ben on les enlève de Moodle. Par le web service. Toujours le web service. Quand? C'est donc là, septembre, ça va se faire pendant l'été, là, au mois d'août, septembre. Et justement, ça nous pose peut-être des soucis sur certaines formations. Donc, voilà, exactement. Exactement. Là, on va le gérer cette année. Oui. Là, on va le gérer. Ben, tout simplement en mettant des tags, pour reprendre le mot tag, sur certaines formations en disant non, celle-là, tu n'y touches pas. Ouais. En fait, de quoi? Oui, peut-être de date. On ne sait pas trop en fait si c'est un tag. On a même envisagé peut-être le lancement manuel de cette tâche. Voilà. On sait. Voilà. On sait. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on a le système d'information, on a le méta-annuaire. Ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir faire des vérifications également via Web Service de Moodle, à partir de Moodle, sur directement le système d'information des inscriptions, pour pouvoir un peu comparer si on a besoin à un moment bien de pouvoir contrôler et de pouvoir agir si on veut sans attendre en fait tout le système méta-annuaire, etc. Voilà. Je vous remercie. Alors, la disponibilité des sources, étant donné, c'est que comme on est sur une version 1.8, un peu avec des modules qui sont un petit peu trafiqués, on attend plutôt de voir la version 2, parce que nous on ne va pas passer sur la version 1.9, on va plutôt attendre la version 2 et utiliser donc les API du corps, et dans ce cas-là, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au contraire.